Bien, d'abord, bonsoir, chers collègues, chers amis. Donc, je vous souhaite bien sûr la bienvenue par cette belle soirée et je suis très heureux de vous accueillir, fût-ce en mode virtuel. Vu le nombre de participants, là, juste avant que je quitte l'écran correspondant à vous, j'ai l'impression d'avoir un amphi plein devant moi, donc c'est absolument formidable. Il faut dire que, quand même, si je reviens un petit peu en arrière, qu'en cette année 2020, nous traversons des temps étranges. Et quand ces temps étranges, donc, les nouvelles réjouissantes sont assez rares. Et aujourd'hui, nous sommes justement réunis pour en célébrer une. Cette nouvelle témoigne de l'aboutissement d'un projet d'envergure et des collaborations humaines qui ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. En effet, ça n'est pas tous les jours que le muséum célèbre une naissance, et notamment la naissance d'une nouvelle revue scientifique, intitulée, comme vous le savez, Nature en société, société plurielle, j'insiste. Alors ce titre est explicite, et mon discours pourrait s'arrêter là. Alors vous me connaissez, je vais quand même aller un petit peu plus loin. Alors le projet relatif à cette revue, il est né d'un double constat. Le premier constat, c'est qu'il y avait un espace de réflexion en pleine effervescence et que cet espace était pourtant laissé à quelques exceptions près vacant sur le plan éditorial. Ce champ thématique porte sur toutes les formes d'interaction des sociétés humaines, contemporaines ou passées, avec les contextes naturels qui les environnent. Et ça constituait un espace de questionnement complexe autant que fondamental que notre institution pouvait, de façon légitime et singulière, occuper. Le second constat est que le muséum est un des établissements les mieux armés pour répondre à cet enjeu. La légitimité du muséum à investir cette thématique tient notamment à son histoire. Il est peu besoin de rappeler en effet qu'il s'est construit sur le souci d'une forme d'enquête approfondie de la nature, en incluant sous cette terminologie, de façon précoce et sans doute assez inédite, une dimension humaine fondamentale. Puisqu'historiquement, et pratiquement depuis sa création en 1793, le muséum est un creuset où se croisent sciences de la nature au sens strict avec des sciences de l'homme et de la société. Et de fait, il joue un rôle moteur à l'interface des sciences humaines et des sciences naturelles. Alors ce rôle moteur, il est joué tant par le souci de mettre en évidence la continuité entre communautés humaines et non humaines, comme de s'intéresser à des enjeux éthiques, politiques, économiques que tout cela implique. C'est lié aussi à la diffusion des résultats de ces recherches auprès d'un public éclairé, par le biais d'enseignements, de cycles de conférences, d'expositions temporaires, et bien sûr de ces parcours permanents, et bien entendu de publications, qui est l'objet qui nous rassemble ce soir. Depuis leur création en 1802, les publications scientifiques du muséum sont à l'ouvrage. Alors, 218 ans plus tard, elles témoignent toujours de leur dynamisme par la création de cette nouvelle revue. Je souhaite à ce stade de mon introduction apporter une coloration un peu plus personnelle à mon intervention. Le projet que je porte pour le muséum s'articule autour de 3 axes qui répondent à 4 défis. Alors je ne vais pas vous le dérouler, je vous rassure. Un de ces axes est intitulé « Un muséum engagé et responsable ». Cet axe a pour objet d'ancrer le muséum dans la société. Donc il s'agit bien de construire un dialogue avec la société à un moment de notre histoire où nous devons, entre autres, relever le défi de la crise environnementale et le défi de la transmission de la connaissance scientifique dans un contexte où la parole scientifique est au mieux inaudible ou au pire rejetée. Et les mois qui viennent de s'écouler nous en ont montré aussi des exemples malheureusement assez concrets. Par ailleurs, la crise environnementale à laquelle les sociétés du monde entier sont confrontées est complexe, elle est multifactorielle, elle ne pourra pas être résolue par le seul apport de spécialistes de ces questions. Immédiatement se pose la question de l'acceptabilité sociale des orientations à prendre ou à ne pas prendre. Immédiatement se pose la question du rapport entre prise de conscience individuelle et prise de conscience collective. Et il est évident, au vu de ces questionnements, que nous avons besoin d'un apport massif des sciences humaines et sociales. Cette nouvelle revue, même si de nombreuses contributions porteront sur d'autres objets ou sur d'autres contextes souvent plus anciens, cette nouvelle revue devra contribuer à notre réflexion. Bref, il convenait de combler ce manque, un manque patent, notamment depuis la création en 2016 du département Hommes et Environnement. Pour autant, le muséum ne partait pas de rien. Les publications scientifiques, et je salue au passage l'engagement de Laurence Bénichou et d'Albéric Girard, donc les publications scientifiques avaient déjà commencé à donner aux sciences humaines et sociales une place significative avec la création de plusieurs collections,
à des planches et des mots, archives ou entrepôts zoologiques. Néanmoins, avec la création de Nature en société, un nouvel espace scientifique se trouve désormais amené à être largement diffusé. L'objectif, Frédéric Schluss vous l'a dit, est d'ouvrir cette collection en open access dans l'axe de la volonté forte de l'établissement en faveur d'une science ouverte à tous. Dès à présent, cette collection paraît simultanément en version papier et sous un format électronique. Un tel défi n'aurait pas pu être relevé sans le soutien de l'Institut de l'information scientifique et technique, l'INIST, du CNRS, que je remercie bien sûr ici. Le projet éditorial de cette nouvelle revue s'est construit sur la base d'une réflexion conduite par Frédéric Schluss et Jean-Denis Vigne, en partenariat avec Hélène Artaud, Mélanie Roustan et Marie-Pierre Ruas. Les rédactrices ont privilégié 3 approches. L'intradisciplinarité, qui permet à chaque discipline du champ des sciences sociales de préciser ses méthodes et ses résultats. L'interdisciplinarité, qui amène à questionner les possibilités et les limites d'un croisement scientifique à l'intérieur des sciences humaines, mais également entre sciences humaines et naturelles. Et troisièmement, la réflexivité, qui donne la possibilité d'un regard critique sur cet objet de nature, entre guillemets, dont le sens historique, la variété des modes de domestication ou de représentation, ou les enjeux futurs nécessitent d'être constamment rappelés. Les 3 ouvrages que nous avons la joie de présenter ce soir et que vous allez approfondir par leur qualité scientifique, leur originalité, leur diversité thématique. Je rappelle qu'il s'agit de parler des langues de bois, d'évoquer des géants, d'évoquer la vallée du Nil, ne saurait mieux restituer l'ambition de la présente collection. Tout cela rejoint le souci du muséum de faire naître le désir de connaissance, d'accroître l'émerveillement, un mot qui m'est cher, et la curiosité pour le monde qui nous entoure, et de le faire en se donnant les moyens d'y exercer un sens critique. Je remercie donc chaleureusement les auteurs, Sergio Dalla Bernardina, je ne sais pas s'il nous a rejoints, Nicolas Lenné et Alice Le Plongeon, de s'être impliqués avec tant d'exigence, d'enthousiasme et de patience aussi dans cette nouvelle collection. Je remercie tout aussi chaleureusement Philippe Descola, Paul Kell et Béatrix Minenren pour avoir accepté de se prêter à cette discussion. Et je n'irai pas plus loin, je leur cède immédiatement la parole. Merci à toutes et à tous. J'entends vos applaudissements silencieux et je me réjouis. Merci. Merci Bruno pour cette introduction. Et donc, on va tout de suite donner la parole à Philippe Descola, anthropologue, lauréat de la médaille d'or du CNRS et professeur émérite du Collège de France, pour la présentation du premier ouvrage de cette magnifique collection, La langue des bois, appropriation de la nature. Et après, à Sergio Bernardina, l'auteur, professeur d'ethnologie à l'Université de Bretagne occidentale et membre de l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Donc, c'est à vous, Philippe Descola. Merci. Bonjour à tous et merci à Hélène Artaud de m'avoir invité à dire quelques mots sur La langue des bois, le dernier livre de Sergio Dalla Bernardina, et de me permettre ainsi de saluer chaleureusement la création de cette nouvelle collection, Nature en société, qui vient indubitablement remplir un vide dans le panorama éditorial. Et grâce soit rendue à Hélène et à tous ceux au muséum qui ont accompagné et favorisé la naissance de ce projet. Alors, je fréquente l'œuvre de Sergio Dalla Bernardina depuis longtemps et je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de lui dire publiquement, mais de façon invisible malheureusement, l'intérêt et le plaisir que je prends à le lire depuis longtemps, plus exactement à retrouver, livre après livre, la permanence d'un certain style d'analyse, fait d'attention portée aux détails, de souci de contextualiser les pratiques, de virtuosité dans l'usage d'une grande diversité de sources écrites. Tout cela fécondé par la multiplication des expériences ethnographiques qu'il a menées, autant dans l'ère méditerranéenne, dans les Alpes italiennes, en Corse, en Provence, que dans les milieux urbains. Mais l'unité du parcours de Sergio, c'est surtout la thématique choisie qui la rend la plus manifeste. C'est le rapport à l'animal sauvage et à la nature par la médiation de la chasse et à partir de ce noyau initial, toute une série de thèmes subordonnés,
telles l'invention des traditions locales, l'emploi des stéréotypes comme support de l'expérience, la continuité entre le discours de la chasse et celui de l'écologisme, ou encore l'usage social de la nature comme instrument de distinction. Sur tous ces thèmes, Sergio apporte des vues novatrices dans une entreprise de démystification critique de l'idéologie moderne de la nature, servie par une verve ironique et un bonheur d'expression qui font de la lecture de son œuvre un plaisir constamment renouvelé. Alors le présent livre, La langue des bois, poursuit l'exploration d'un thème que Sergio a décliné de diverses façons au fil des années. Ce thème, c'est la comédie de l'innocence, ainsi qu'il l'appelle, c'est-à-dire la mystification qui consiste à présenter la chasse comme un échange symbolique avec le gibier, de manière à soulager le remords du chasseur d'avoir à détruire des vies. C'est là le fil conducteur de toute son œuvre. Elle apparaît dès son premier livre, L'Innocente Piacere, et elle joue un rôle central dans l'un des plus connus, L'Utopie de la nature, dans lequel l'écologisme contemporain est interprété comme une sorte de volonté de réparation issue d'une expression collective de la culpabilité face à la violence faite à la nature. Le remords et ses traductions symboliques apparaissent ainsi comme des schèmes transculturels caractéristiques non seulement de l'activité synégétique, mais aussi de la contrainte subie par les animaux humains que nous sommes d'avoir à détruire des vies animales et des vies végétales afin de survivre. Il n'est pas douteux que cette dimension soit importante dans la chasse européenne contemporaine, et Sergio analyse de manière parfaitement convaincante dans son œuvre les différentes expressions de cette comédie de l'innocence, notamment dans les récits de chasse, en montrant comment certaines pratiques qu'ils mettent en scène, la dépense physique, la frugalité, l'éloge funèbre, peuvent être interprétées comme une volonté de réparation ou à tout le moins comme un souci de se rendre digne de sa victime. La langue des bois décline cette thématique dans d'autres registres de la disculpation, notamment la chosification de l'animal avant qu'il ne soit tué, la déréalisation de la situation de chasse grâce aux stéréotypes narratifs du récit synégétique, ou pièce de résistance du livre dans les trophées de chasse. Sergio note qu'il y a autant de significations revêtues par les trophées qu'il y a de genres de trophées. Et c'est une remarque d'autant plus juste qu'elle est littéralement illustrée dans l'ouvrage, involontairement sans doute. Je permettrai de faire une parenthèse ici qui tient à ma spécialité d'ethnologue. La zanza, c'est-à-dire la tête réduite Givaro qu'une photo place en exergue de la section sur les trophées, n'est justement pas un trophée. C'est un opérateur symbolique de métamorphose dont on se débarrasse d'ailleurs sans façon dès qu'elle a joué son rôle rituel. Sans compter que cette photo en particulier ne figure pas une Zanza Givaro, mais une tête humaine réduite par des taxidermistes non indigènes à des fins lucratives. Et donc tout le faisceau des ambiguïtés liées au trophée que Sergio analyse admirablement dans son livre s'incarne ainsi dans cette seule photo. La question principale que pose la langue des bois, c'est là-dessus que je conclurai une intervention déjà trop longue, n'est pas tant de savoir si la comédie de l'innocence serait une constante des affects humains. Sergio apporte à cela une réponse heureusement nuancée, mais plutôt si, comme il l'avance à plusieurs reprises, le rôle de l'anthropologie est de débusquer des sentiments inavouables, comme ceux du chasseur, que ceux que le chasseur entretient vis-à-vis du gibier, ce qui au fond rapprocherait notre discipline d'une enquête sur la nature humaine, ou bien si ce rôle est plutôt de comprendre les logiques institutionnelles qui font que des comportements nés peut-être de sentiments communs, celui que l'on éprouve face à la mort de l'animal par exemple, s'expriment de façon contrastée et en cohérence avec d'autres aspects des valeurs et de la cosmologie d'un collectif,
ce qui est l'approche que j'ai personnellement toujours privilégiée. Voilà, Sergio, je ne te vois pas, mais tu as 5 minutes pour répondre à cette vaste question. Ben, je suis vraiment très content de la manière dans laquelle Philippe Descola a voulu présenter mon travail. Je m'y reconnais parfaitement. Et en plus, je suis étonné qu'il puisse avoir vu aussi, connu l'existence de cet ouvrage très ancien qui s'appelle L'Innocente Piacere. Et c'est vrai qu'il y a cette continuité. Enfin, c'était bien dans mon projet. Et alors, effectivement, je cherchais dans l'introduction du bouquin justement de me justifier, justement parce que je m'attends en général à cette remarque qui est fondamentale, dans le sens que nous sommes à une époque où on est de plus en plus sensible et attentif aux logiques de l'autre, et voilà que moi je sombre dans une sorte comment dire, d'universalisme où je cherche toujours à retrouver la même chose de façon un peu monomaniaque, on pourrait dire d'un certain point de vue. Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être un psychanalyste pour expliquer la raison pour laquelle j'ai voulu, je passe mon temps à insister sur cet aspect. Alors, d'un certain point de vue, ça pourrait être parce que nous sommes à une époque où il y a une émergence de la sensibilité écologiste qui est porteuse d'un regard aussi moral, naturellement, mais aussi moraliste parfois sur ces pratiques traditionnelles. Et donc, peut-être, je suis rentré un peu dans ce débat de façon polémique. Et donc, je passe mon temps à montrer que même les autres, même les porteurs de ce message comme ça de réconciliation avec les animaux sont habités par des pulsions, des instincts, même pas, enfin, des désirs, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, qui ne vont pas forcément dans le sens de la réconciliation, loin de là. Et donc, une fois, je suis tombé un peu dans cette chose qui a été largement critiquée depuis longtemps, qui est cette idée un peu freudienne de l'existence de cette ambivalence dans l'esprit humain, et je n'arrive pas à m'en débarrasser complètement. Et donc, je passe un peu mon temps à chercher à retrouver dans les autres, un peu partout, cette nécessité de sévir et de se déculpabiliser. En même temps, si je l'ai fait, et là je finis sur ça, si je l'ai fait avec cette insistance, c'est parce que je pense que les autres, je crois à la nécessité justement de travailler sur les logiques différentes, sur les autres manières de se rapporter à la réalité. Et je pense que les autres le font tellement bien qu'il me reste un peu d'espace peut-être pour insister sur cet aspect qui est un peu peut-être d'arrière-garde d'un certain point de vue. Voilà. Et c'est comme ça que j'aurais tendance à répondre à cette question d'une grande... Enfin, effectivement, on pourrait passer des années à en parler. Merci beaucoup, Sergio. J'en profite pour poser une question et puis aussi pour montrer l'intérêt de ces ouvrages où il y a une iconographie extrêmement intéressante. Et Philippe Descola a abordé la question des trophées. Donc là, j'ouvre un peu au hasard à une page où il y a une très belle iconographie. Et c'était pour savoir un petit peu quelle place occupe cette iconographie dans cet ouvrage et dans cette réflexion, sachant que c'est vrai que dans les ouvrages de sciences humaines et sociales, il y a peu de collections qui laissent autant de place à l'iconographie. Par rapport à ça, il faut dire que effectivement, le muséum nous a offert dans cette collection cette opportunité rarissime. Normalement, il faut mettre 2-3 images, c'est une chose rachitique, alors que là, c'était l'opulence totale, à tel point que nous avions dans un premier temps exagéré. Et donc, nous avons été obligés, à un moment donné, de réduire ces images qui étaient... parce qu'on était tentés, justement, étant donné le caractère assez ouvert, justement, des questions qu'on posait, on était tentés de mettre des choses qui allaient trop loin. Et donc, après, on a cherché à revenir directement sur le sujet de façon un peu plus ethnographique. Et donc, oui, je pense qu'elles occupent un rôle essentiel, ces images. Et voilà, j'en profite pour parler de la couverture, et qui peut-être me permet de résumer
résumer mon idée tout simplement, dans le sens que elle ne devait pas être celle-là, la couverture. On avait demandé à un artiste contemporain, dont je ne vais pas faire le nom, et qui nous avait donné son accord. Et après, lorsqu'il a vu le titre, c'est justement, il a dit, moi, dans mon œuvre, il n'y a ni de remords, ni de mauvaise foi. C'est peut-être le seul, mais tant mieux. Et donc, on est passé à cette image qui me fascine en raison de son hypocrisie. C'est une image hypocrite où on voit à la fois un mort, on voit le résultat d'un acte de prédation. Et ça nous plaît quand même d'illustrer notre background, notre passé de prédateur avec ces objets. Mais en même temps, c'est un mort dissimulé par des fleurs, il est souriant. Et donc, voilà, ça me paraissait une belle manière pour représenter la manière, encore une fois, double que nous avons de nous rapporter au monde des non-humains. Voilà. Merci beaucoup. C'est effectivement ça. Elle est très, très intéressante, cette image-là. Et elle vient d'où, d'ailleurs? Je ne l'ai pas encore... Ça fait partie de ces objets on les retrouve partout désormais, et qu'on achète pour mettre dans la chambre des enfants. Et il y en a une série d'une très grande variété. Et là, c'est en carton, mais ça peut être avec les matériaux les plus... Même fait oui, avec, je ne sais pas, enfin, avec les techniques plus disparates. D'accord, merci beaucoup, merci infiniment. On va passer donc au deuxième ouvrage et je vais donner la parole à Paul Cale, qui est anthropologue australien, actuellement en postdoc à Prague, à l'Institut d'ethnologie de Tchéquie. Et il va présenter l'ouvrage de Nicolas Lenné, Living and Working with Giants. Nicolas Lenné, qui est anthropologue et chercheur postdoc à PALOC. Son préfacier, Man Baroua, je ne sais pas si je prononce bien, est professeur en géographie humaine à l'université de Cambridge, mais s'excuse parce qu'il ne pouvait pas être avec nous dans cette soirée de lancement. Donc, je vous laisse la parole, Paul Cale. Okay, thank you and hello everyone. Yeah, look, just to begin, I'd have to admit that as an anthropologist interested in human-elephant relationships, I've really been looking forward to reading Nicolas' new monograph, Living and Working with Giants. And, you know, I've been following Nicolas' work over the years, and, you know, I know this ethnography, it's a culmination of a lengthy fieldwork experience in Northeast India. And it's also a product of his, you know, kind of extended engagement spanning multiple countries as he focused on the working relationship between Asian elephants and mahouts. And this is a relationship that's, you know, in some countries like in India have been spanning for about, you know, several thousand years, 3,000 years now. And, you know, not only is Lenné's book the first dedicated anthropological monograph on working elephant culture, but it's also an important contribution to the anthropology of Northeast India. And so for example, the Thai Khamti, the community who are the subject of Lenné's book, they've been living and working with elephants for 200 to 300 years. And, you know, Lenné's examination of this underexplored interspecies community living on the margins of society, I guess we could say, offers a very unique historical, political, social and ecological perspective on the Northeast. I mean, particularly for myself, I feel that this monograph offers very interesting and rare insight into a unique tradition and method of capturing and training wild elephants. Now, these practices are specific to Northeast India, but they're also slowly dying out. And I doubt that there will be another book that will, you know, offer such a privileged insight into this world. And, you know, I think compared to, you know, there's a growing crop of research on human-elephant relationships, but I think, you know, Nicolas' ethnography, it stands out for its detailed, nuanced and very embodied and fleshy accounts of the reciprocating interaction and shared labour between human and elephant. And this is in many parts, this is a cognitive ethology of elephants, and it rightfully situates elephant thinking and action and initiative as part of an interspecies team. What we see through this ethnography is an intelligent collaboration and complementary performance of human and elephant bodies
as they work together to solve shared problems and tasks. And so, while this book, it captures many cultural and economic aspects of Khumpty life and how Khumpty life is organised around this interspecies working relationship. But what I like about Lenné's ethnography is that it goes beyond a community that's just composed of two labouring animals, of the human and elephant. I mean, indeed, the social world that Lenné depicts includes vital interconnections with local wild elephant herds who live in the area. Also, spirits of the forest, negotiating with spirits of the forest as well as spirits of the village. And, I think part of this kind of community also is the trees and plant life, which also both sustain and are shaped by the economic and biological needs of, these interspecies working partners. And so for me, the book Living and Working with Giants is, a truly more than human book. It's holistic in its analysis, and it's also deeply anthropological in vision. And so I feel that it's fitting that this book also asks us to understand the possibility of an elephant or elephantine culture. And indeed, for me, reading it, it offers the clearest conceptualization that I've read so far of elephants as being more than natural and elephants as being more than not limited to singular environments or biological capacities. And I think Lenné, he asks us to understand elephants, I guess like humans, as skilled, adaptable and complex beings who are able to be integrated into various or varied social and ecological contexts. And so I think through Lenné's interpretation, forest elephants are not merely trained, but they're socialized into the village. They become village members. They become fellow laborers. They become family members. They become kin. They form domestic relationships, even though they're not biologically domesticated. And I think, and these new elephants, they learn a set of skills and social norms that, interestingly, aren't just like inherited or demanded of them by people, but they're also transmitted within the community of working elephants that they've joined, their new family within the kind of broader Khumpty society. So I think the possibility of a forest elephant culture, as well as a village elephant culture, opens up a range of provocative questions about how we should regard elephants as individuals or as groups and even as a species. So to finish this all too short introduction of your wonderful book, Nicolas, I have two questions for you. And so I'll pose them together and I guess you can please answer them as you see fit. So my first question is, so your book, it focuses outside of spaces of tourism and outside of government departments. Now, across Asia, these spaces have been the most visible for social scientists who have been examining human-elephant working relationships. And so, in your opinion, why should researchers turn their attention to these non-institutional spaces to learn about the human-elephant relation and, what can it teach us? And my second question is, again, in your opinion, especially in a field that's being dominated by the natural sciences, what can anthropology bring to the study and conceptualization of human-elephant relations, communities and worlds? And I guess perhaps connected with that question, if you have time, like from an anthropological perspective, what is being lost as working elephant relations are becoming less common nowadays? Thank you. Well, thank you so much, Paul, for this wonderful presentation of the volume. And well, I really appreciate your opinion, since you are one of the very few anthropologists who have an extended experience with human-elephant relations. But you're also familiar with Northeast, this particular region in India. So maybe to tackle your question, I will start to quickly get back to the genesis of this research and my initial interest on human-elephant, because indeed, before arriving in Northeast India, I started working on the subject in Kerala, in the south. And there I was engaged with a team of veterinarians whose mission was to secure unpleasant elephant possession.
So from the vet, I learned a lot about the biology of elephant and the behavior of elephant. But with the vet, I also had my access to the mahout somehow with a little biais, because for the mahout I was a vet myself. It was difficult for them to understand what the anthropology will do. But maybe more important, my initial interrogation was I wanted to know how to create bonds with a giant animal as elephant and how to maintain such bonds in the long term. And in Kerala, I quickly realized that all mahouts were engaged on a daily basis and actually had little experiences with pachyderm. And this is actually why the authority engaged a veterinarian to secure the temple procession. So, and during this research, I also came to know that most of the temple elephant I met originated from Northeast India. So quickly, it was evident for me that when I started thinking about doing my PhD, that I should conduct it over there in Northeast India and in a village among local population. And this, especially to avoid some governmental or conservationist on elephants. So when among the county, sorry, I first realized that living with elephant is firstly an adventure into the forest to go and catch an elephant, and this implies not only the ritual specialists but also elephants themselves. And but okay, I mean, what happened next? I mean, when you bring back an elephant for the forest, you won't create immediately a long and trusting relationship with them. What is happening? And my readings and my biological readings on this aspect of the training or socialization only focus on this elephant perspective, how the wild elephant behavior will adapt, what will change. And as a social anthropologist, my interest was not to lose the human contact on it, and also specifically to look at the both sides, the human and the elephant one. So here the anthropological inquiry, and in particular the recent approach developed, I'm thinking about the multi-species approach, helped me to balance the often one way based on fear and domination relation which appear in biological paper and often taken as granted by conservationists in their project. And maybe probably to go more importantly, this multi-species approach, as you say, helped me to go beyond the study of an initial relation between two beings, but to consider it as a network of relation. Living and working with an elephant means for the Khamsi to have access to the elephant world. And for example, they use the knowledge of elephant on the forest to enter the forest deeply, to approach wild elephant and to capture them. Living and working with elephant also means to have access to the plant consumed by the elephant. And also by seed dispersal, those animals play an important role in the ecological balance in the village and in the forest. So maybe to finish quickly, this to reflect this what I call this mutual beneficial relation, because in return the Khamti are engaged in a caring relationship with them. I expose the concept of ecosophy as developed by Felix Guattari, which I found very relevant for his interest in the diversity of attachment to life and other forms of being. And apart from the subjective and relational aspect to be considered, it allows to appreciate a multi-species relation as a co-production on, with, and within an ecosystem as a whole. And this is something hardly found when elephants are engaged in tourist or conservation center, where they remain in the same assigned territory and do not circulate between the forest and the village. So in the book, I've tried to go beyond what I have called an elephantocentric view on pachyderm, and as anthropologist, I've tried to reflect on a particular worldview and the way such a worldview shape a specific but very fragile socio-ecological environment. Thank you, Paul.
Merci beaucoup, Paul et puis Nicolas. Donc, si vous avez une question, donc pour ceux qui écoutent ces interventions, donc n'hésitez pas, vous levez la main. Alors, si je ne vous vois pas, vous prenez la parole peut-être directement, parce que là, je balaye. Mathieu Salpeter a levé la main. Très bien. Mathieu. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation. J'avais une question pour Nicolas à propos de cet ouvrage. I don't know if Paul can follow in French or... Oh, un petit peu. Yeah, okay. I will speak slowly. So, ma question était à propos de la notion de culture éléphantine, que je trouve très intéressante. Est-ce que vous avez peut-être un peu plus d'éléments à nous dire à propos des faits qui transparaissent et qui constituent un peu cette culture? Oui, alors merci. Alors, la question de la culture éléphantine, alors c'est quelque chose que j'ai essayé, moi, de toucher, justement, dans l'ouvrage. Ça mériterait sans doute d'être plus approfondi. Alors, je parle de culture éléphantine, et justement, c'était peut-être aussi une manière un peu d'être un petit peu trop provocant par rapport à des discours un petit peu biologisants sur les éléphants. C'est aussi pour montrer, voilà, il y a aussi cette culture éléphantine qui existe. Et finalement, en étudiant tout au long du livre donc, les différents processus de la domestication, donc de la capture, socialisation, et puis ensuite le travail réalisé par et avec les éléphants, eh bien, j'ai essayé de montrer que finalement, toutes ces opérations chez les cametilles ne sont réalisables que parce qu'ils impliquent des éléphants, parce que les éléphants sont impliqués à chaque fois. On capture des éléphants à dos d'éléphants, et c'est d'ailleurs ce qui permet d'approcher des hardes d'éléphants sauvages, lesquels fuiraient si c'était uniquement les hommes qui s'approcheraient des armes. Ensuite, pareil, pour donc la socialisation des éléphants, c'est parce qu'ils sont reliés à des éléphants de village adultes qu'on arrive à les amener et à leur faire un petit peu ce qui est attendu d'eux. Donc peut-être pour ce qui est finalement de cette notion de culture et même plus largement de ce processus de domestication, d'abord, voilà, j'ai essayé de montrer que cette domestication des éléphants, ce n'est pas seulement une relation homme-animal, mais c'est plus quelque chose d'un peu plus complexe qui implique des hommes, des animaux et d'autres animaux. Et d'un point de vue des pratiques, donc de ce qui peut s'apparenter à une culture éléphantine, c'est pareil chez les cametilles. Ce que j'ai pu observer, à ma grande surprise initialement, c'est qu'il n'y avait pas d'entraînement spécifique pour les éléphants. On n'apprend pas à un éléphant à comment tirer une grume. Une fois qu'il a atteint l'âge adulte, eh bien, on va l'amener observer d'autres éléphants adultes, et c'est comme ça, par expérience, observation et imitation d'autres congénères, que finalement, ces animaux, ils apprennent à apprendre. Ça, pour reprendre justement la théorie de Batson sur l'apprentissage, le d'hétéro-learning, eh bien, les éléphants apprennent à apprendre. Alors, ensuite, on peut observer, c'est ce que j'ai pu faire, c'est aussi des variations dans les pratiques, dans les manières de faire des éléphants, d'un éléphant à l'autre, mais aussi d'un village à l'autre. Et dans l'anthropologie, la notion de culture, elle est aussi appréhendée sous l'angle de la transmission. Et justement, ce qui est intéressant à chaque transmission, c'est que chaque individu a aussi cette capacité d'innovation, un petit peu dans ce qu'il transmet. Donc ça peut en partie expliquer aussi des variations, du moins dans les pratiques, dans les manières de faire, dans les manières de travailler, qui, en utilisant la trompe ou bien la patte pour tirer, porter, traîner différentes grumes. Finalement, ça rejoint aussi cette culture, comme je l'ai dit en introduction, c'est un petit peu une provocation contre le discours biologisant, et ça invite, et ça rejoint ce que disait Paul, sur une réflexion plus large sur les notions d'espèces, de hard, et aussi d'individus. Après, peut-être pour terminer rapidement, chez les cametilles, on l'a bien compris, chaque éléphant est individualisé, il porte un nom, il appartient à un foyer, il est d'ailleurs protégé par l'esprit du foyer de son propriétaire, et puis chaque
éléphant n'a pas la même relation avec tel ou tel humain ou aussi entre les éléphants. Donc peut-être on pourrait même élargir un petit peu plus et plutôt que de parler de culture éléphantine, on pourrait parler des cametiers et des éléphants comme une société, comme une culture, voire même comme une identité multi-espèces. Voilà. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Béatrix Midanren, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, égyptologue spécialisée dans la période préhistorique de l'Égypte. Et elle va présenter l'ouvrage collectif donc d'Alice Le Plongeon, Mae Goldberger et David Pleurdeau, Not Just a Corridor. Donc c'est Alice qui va répondre à la question du discutant. Alice a obtenu un doctorat en préhistoire en 2013 au Muséum national d'histoire naturelle et elle est actuellement chercheuse postdoc en préhistoire toujours auprès de la fondation de recherche en Flandre à l'université KU Leuven en Belgique. À vous. Oui, merci. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité pour discuter de cette monographie que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ce soir. C'est la publication d'un colloque qui s'est tenu à Paris au Muséum d'histoire naturelle du 31 mai au 2 juin 2018. Elle nous transporte en Afrique à la fin du Pléistocène, période de grands bouleversements climatiques et de mutations technologiques majeures. Grosso modo, c'est une période entre 75 000 et 15 000 BP. La vallée du Nil, qui constitue un long couloir qui relie l'Afrique centrale à la Méditerranée, est au cœur de la problématique et en constitue le point de départ. Le titre de l'ouvrage pose clairement cette problématique. Not just a corridor, ce qui induit que it was a corridor, mais pas seulement. On balance donc dans cet ouvrage entre ces deux tendances opposées, deux hypothèses à tester, plus une. Première hypothèse, un couloir migratoire qui a permis la dispersion des populations et, partant, des contacts entre l'Afrique de l'Est, du Nord et le Levant. Deuxième option, une zone refuge lors des grandes phases arides, isolant les populations nilotiques des régions voisines. Enfin, les deux options peuvent avoir alterné au cours du Pléistocène, jouant chacune un rôle à des moments différents. Édité par Alice Le Plongeon, Mae Goldberger et David Pleurdeau, la publication comprend une introduction et 12 articles répartis en deux parties égales, 2 x 6. La première étant consacrée à la vallée du Nil, Égypte plus Soudan, et au désert occidental. La seconde étant consacrée aux régions voisines, Maghreb, Libye, Levant et la Corne de l'Afrique. Elle s'achève par une conclusion, une bibliographie consistante, un glossaire et un index. De région en région, un bilan actualisé de toutes les données à ce jour disponibles interroge les variabilités pour tenter de savoir si ces variabilités sont liées à des contacts entre les populations. Dans ce cas, s'il y a eu contact, quel rôle a joué le corridor africain? Ou sont-elles le fait d'évolutions sur place? On le voit, le questionnement traverse toute la préhistoire et toute l'histoire. Elle m'évoque un ouvrage très apprécié en son temps, un ouvrage de William Adams qui s'appelle Nubia, Corridor to Africa et qui a été publié à Princeton en 1977. L'auteur y déroulait toute l'histoire de cette région formée par la vallée du Nil depuis la préhistoire. Évidemment, les données à l'époque y étaient beaucoup plus sommaires, mais l'idée du corridor avait fait son chemin, et cela au-delà même des périodes préhistoriques. On le voit, le questionnement traverse toute la préhistoire et toute l'histoire. Sauf que pour la première, la préhistoire, le nombre et la nature des données varient parfois considérablement selon les régions.
Et c'est bien là que réside la grande difficulté pour ce travail ambitieux, d'autant quand on aborde ces périodes lointaines de l'humanité. Le questionnement est-il en adéquation avec les données dont on dispose? Cette interrogation, les éditeurs en ont pleinement conscience et soulignent à quel point l'inégalité des données selon les régions, ainsi que la variabilité des terminologies employées, rendent difficiles les comparaisons. La démarche consistera alors à demander aux spécialistes de chacune des régions concernées de faire un état actualisé de la question. En d'autres mots, poser aux uns et aux autres les mêmes questions, sachant qu'ils n'auront pas tous les mêmes moyens pour y répondre. C'est ce que propose cette très belle monographie d'une très grande qualité, tant au plan scientifique qu'éditorial. Évidemment, tous les contributeurs n'ont pas ou n'ont pas pu saisir le fil d'Ariane que leur tendaient les éditeurs pour des raisons liées à la nature même des données dont ils disposent et par les différentes avancées de la recherche dans chaque région. Et ce sera le sens de ma question. Voici ma question. Pour tenter d'apporter une réponse à cette question qui fonde l'ouvrage, Not Just a Corridor. Vous regrettez à juste titre l'inégalité des données dans chacune des régions concernées. Dans une prochaine étape, envisagez-vous leur harmonisation et comment les voyez-vous? Merci beaucoup, Béatrix, pour cette très belle introduction de notre ouvrage. C'est une question évidemment très au centre de la monographie également. Et pour reprendre ça, donc l'inégalité des données selon les régions est effectivement l'un des problèmes majeurs qui empêche les comparaisons interrégionales et de replacer la vallée du Nil dans son contexte macro-régional pour la fin du Paléolithique entre 75 000 et 15 000. Comme vous l'avez dit, donc cet ouvrage fait suite à un workshop organisé ici, enfin au Muséum, il y a 2 ans, et la problématique était donc de voir si l'on pouvait comparer ce qu'on a dans la vallée du Nil entre 75 000 et 15 000 ans avec les autres régions. Et c'est en fait très peu fait, au-delà de la problématique principale de considérer la vallée du Nil comme un couloir de migration, notamment pour les migrations hors d'Afrique des Homo sapiens, puisque la vallée du Nil est l'une des seules routes hors d'Afrique considérées pour ces problématiques. Mais on a choisi de se focaliser sur la période qui suit ces grandes migrations hors d'Afrique d'Homo sapiens entre 75 000 et 15 000 et qui correspond, comme vous l'avez très bien dit, à une période d'hyperaridité en Afrique du Nord et plus généralement en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette période est entre 2 périodes plus humides, donc soit vers 120 000 ans et vers 10 000 ans. On a ce qu'on appelle des périodes de Sahara vert qui sont caractérisées donc par un Sahara qui est parcouru d'un réseau hydrographique important et qui a favorisé le développement d'environnements de type savane et donc et qui a permis donc l'occupation humaine des régions qui sont aujourd'hui désertiques. Tout au contraire, la période que l'on considère dans cet ouvrage est caractérisée par un maximum d'aridité avec une expansion du Sahara et qui a donc contraint les populations humaines à se replier vers certaines zones, dont la vallée du Nil, qui a été probablement une zone refuge pendant cette période. Donc, toute la problématique de savoir comment les populations humaines se sont adaptées à ces conditions environnementales fluctuantes et à cette plus grande aridité, et si elles ont été en contact avec d'autres populations, notamment d'Afrique du Nord, du Levant, d'Afrique de l'Est, au cours de cette période, est au centre
de l'ouvrage. Et donc, de telles questions nécessitent une approche comparative à grande échelle sur toutes les disciplines de la préhistoire, que ce soit l'étude des assemblages de pierres taillées ou bien l'étude des ossements pour reconstituer les modes de chasse et de vie des différentes populations. Mais ces approches comparatives pour cette période entre 75 000 et 15 000 sont quasiment inexistantes pour le moment. C'était donc pour cela que nous avions organisé un workshop à Paris pour réunir des chercheurs travaillant dans ces différentes régions et pour au moins informellement discuter des résultats des recherches de chacun, tout en mêlant anciennes et nouvelles générations de chercheurs, ce qui permettait également de réfléchir à comment les problématiques de recherche ont évolué au cours du temps. Donc l'ouvrage Not Just a Corridor est une des premières étapes, et donc dans ce processus de comparaison à grande échelle, en ce qu'il permet un état des lieux, certes partiel, de ce que l'on connaît, donc des groupes humains habitant dans ces régions entre 75 000 et 15 000, ce qui explique pourquoi on ne peut pas vraiment encore répondre à la question posée par l'ouvrage, puisqu'il s'agit donc d'une première étape. En ce qui concerne la suite à donner, je pense que il faut donner la voix donc à des initiatives pour pallier ces différences soulignées par l'ouvrage, notamment par la constitution de bases de données. Il en existe déjà de bases de données de sites africains qui compilent toutes les données archéologiques, environnementales liées à cette période et qui permet d'identifier là où il faut plus de collaboration entre les chercheurs et plus de comparaison de sites afin de vérifier si, par exemple, les différentes terminologies employées dans chaque région, on emploie par exemple paléolithique récent dans la vallée du Nil, Later Stone Age en Afrique du Nord et Afrique de l'Est, mais épipaléolithique au Levant. Est-ce que ces terminologies reflètent une réalité archéologique de populations qui étaient isolées, ou est-ce qu'elles ne sont qu'un artefact de l'histoire des recherches? Je pense que c'est tout l'enjeu des recherches futures sur ce sujet. Merci beaucoup pour vos interventions. Là, vous avez parlé des perspectives de recherche pour essayer de mieux comprendre l'ensemble de cette région, mais à l'échelle micro-régionale, est-ce que les recherches à venir permettraient d'appréhender l'alimentation des populations humaines? Merci de cette question. Effectivement, l'alimentation des populations humaines est un aspect important pour reconstituer les modes de vie de la préhistoire et éventuellement de les comparer entre les régions. Et là encore, il y a de fortes inégalités sur ce type de données entre les différentes régions. Il y a déjà un certain nombre d'études sur le sujet. Mais il est vrai qu'elle concerne surtout la fin de la période, donc surtout entre 20 000 et 15 000, lorsque l'on a des sites archéologiques au contexte mieux préservé, avec une meilleure préservation notamment des ossements animaux et des restes organiques. Donc dans l'ouvrage, ces aspects sont brièvement mentionnés dans les chapitres portant sur les différentes régions. Et par exemple, entre 20 000 et 15 000 ans, donc avant le présent, selon les régions, on a des données qui suggèrent un changement important dans l'alimentation des groupes humains, ou en tout cas une plus grande diversité, avec au-delà de la pratique de la chasse, les exploitations assez intensives d'escargots, par exemple, en Afrique du Nord, qui forment des amas d'escargots que l'on retrouve et que l'on nomme escargotières, mais également l'exploitation de plantes sauvages et plutôt de poissons dans la vallée du Nil, ou encore de chasse ou de pêche spécialisée qui se concentre sur une espèce en particulier dans la corne de l'Afrique. Donc on a quelque chose d'assez diversifié, et ces données existent principalement pour la fin de la période. Mais pour le début de la période, donc à partir de 75 000 ans, on a surtout des sites soit de surface, soit en grotte, mais avec en général une préservation surtout des assemblages de pierres taillées. Et donc, ces études existent par exemple pour l'Afrique du Nord, et pour l'Afrique de l'Est, par exemple, elles sont beaucoup moins
ou la vallée du Nil, elles sont beaucoup moins nombreuses et c'est également une perspective de recherche future qui devra être approfondie. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est extrêmement intéressant. Donc, on va finir cette séquence de lancement par une conclusion donc, de Jean-Denis Vigne, à qui je cède la parole. Voilà, bon, je vais pas être très long et je voulais faire état de quelques idées qui me sont venues en vous écoutant parce que j'ai pas eu la chance de lire les 3 ouvrages. Peut-être que ma retraite prochaine va me laisser du temps pour pouvoir lire de bons ouvrages. Je voulais d'abord souligner que finalement, ces 3 ouvrages, qui ne sont que les 3 premiers, évidemment, d'une collection à laquelle on souhaite tous très longue vie, mais ces 3 ouvrages, en fait, ils sont emblématiques, me semble-t-il, de ce qu'on voulait faire. Je ne vais pas rappeler l'historique que Bruno David a égrené au début de cette séance, mais c'est vraiment ça qu'on voulait faire. C'est-à-dire que c'est dans leur conception même, pour ce que j'en ai vu, ce sont des ouvrages qui sont fondés sur des enquêtes rigoureuses, une analyse de la documentation, une présentation de la documentation et une contextualisation, on l'a dit, hein, qui est la marque de fabrique de nos sciences à l'interface entre anthropologie et environnement et qui est aussi notre souci permanent de scientifiques ici au Muséum comme dans beaucoup d'autres institutions. Donc, de ce point de vue, dans la conception même, c'est ce qu'on voulait faire. Et cette rigueur, cette contextualisation, elles sont doublées sans cesse d'une démarche réflexive, aussi bien dans les 2 premiers ouvrages où c'est sans doute un peu plus facile à faire que lorsqu'on parle d'archéologie, où on est quand même vraiment le nez sur de la documentation, de la technique, et on est toujours piégé par ce discours un peu technique de l'archéologie. Mais ce qui a été dit montre que là aussi, il y a ce souci de réflexion et de retour sur des questionnements plus larges. Les 3 ouvrages sont aussi emblématiques en termes de thématiques, au fond. Hein. C'est sans doute pas un hasard, j'y reviendrai. D'abord parce qu'ils décrivent finalement des thématiques, bon, très très brièvement, hein, on est parti de la chasse comme expression finalement de la complexité entre domination, remords, nécessité. Cette complexité, elle est au cœur même de la relation homme-animal, au cœur même du positionnement de l'homme dans son environnement par rapport à d'autres êtres que tantôt il rejette, tantôt il adore et auxquels il s'assimile. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Donc là, on est au cœur vraiment de cette problématique de positionnement de l'homme et des sociétés dans l'environnement. Avec le 2e volume, avec cette notion de culture animale, on va un peu plus loin dans le partage du travail, l'identification, finalement la communication entre hommes et animaux et finalement ce qu'on avait appelé, puisque Nicolas nous avait fait l'honneur de participer à un colloque qu'on avait organisé il y a quelques temps avec Charles Ketanov, ce qu'on avait appelé l'hybridation. Hein, on est vraiment dans des sociétés hybrides avec des systèmes de communication et d'apprentissage. Et là encore, on est dans une relativisation de l'homme tel qu'il a pu être conçu pendant longtemps dans nos sociétés occidentales. Et puis avec l'interaction à grande échelle entre l'espace immense d'une partie importante de l'Afrique et puis la longue durée. Là aussi, hein, on relativise la position de l'homme dans cet espace-temps et on lui donne un volume finalement qui nous permet à nous, dans nos sociétés modernes, de réfléchir sur ce positionnement. Donc, j'ai vraiment le sentiment que nous démarrons bien, exactement comme on souhaitait le faire. J'ai le sentiment aussi qu'on nourrit à la fois, on nourrit 3 idées fondamentales. La première, c'est que l'anthropologie, au sens large, hein, les sciences de l'homme telles que nous les pratiquons ici et telles que les pratiquent la plupart des personnes qui sont à l'écran, c'est des sciences de l'homme qui sont d'une certaine manière l'avenir de l'anthropologie parce qu'elles sont des sciences de la relation avec l'environnement, elles sont des sciences de la relation entre les hommes mais aussi avec l'environnement et non plus seulement comme parfois
trop souvent dans le passé des sciences de la relation entre hommes. Et en même temps, cette pratique, cet éclairage nous amène aussi à stimuler une vision particulière des sciences de l'environnement dans laquelle l'homme prend nécessairement une place, bien sûr, mais dans laquelle la réflexion sur l'interaction entre homme et environnement est au cœur de nos préoccupations. Et on a l'air de... Enfin, j'ai presque terminé, Frédéric. Je sais que tu as l'habitude de me surveiller dans mes débordements de parole, mais je voulais juste terminer là-dessus en insistant sur le fait que dans ces sciences de l'environnement, il faut qu'on arrive à comprendre comment l'anthropologie va pouvoir venir effectivement nous aider à progresser et à aborder les questions sociétales. Donc je termine d'abord en me réjouissant de tout cela, mais ça vous l'avez compris, je suis enthousiaste bien entendu, et extrêmement heureux de cet aboutissement, et puis quand même en remerciant les quelques 80 participants qui sont restés presque tous jusqu'au bout, en remerciant les discutants qui ont éclairé mon absence de connaissance des ouvrages avec une hauteur de vue qui m'a impressionné, et j'aimerais bien du coup les réécouter, c'est très bien que ce soit enregistré, en remerciant bien entendu les auteurs qui ont été à l'honneur, mais qui ont aussi nourri cette collection. Sans eux, rien n'était possible. En remerciant les éditrices qu'on n'a pas beaucoup entendues parce qu'elles font un travail un peu dans l'ombre, mais je sais, pour avoir suivi le travail fait par Hélène Artaud, Mélanie Roustan et Marie-Pierre Ruas, toute l'importance de leur investissement. Et puis en remerciant bien sûr le service des publications scientifiques, Laurence Binichou et ses collègues qui ont réalisé ces magnifiques ouvrages dont on a vu quelques illustrations fantastiques. Et puis bien sûr Frédéric Schluss, mais quelle est la journée où je ne la remercierai pas de son action au sein du muséum? Bon, Jean-Denis a tout dit, comme d'habitude. Laurence. Oui, vas-y, Laurence. Laurence Benichou, donc tu es la directrice des publications scientifiques, pour te présenter quand même. Merci. Juste une petite, je remercie effectivement d'avoir tous ces participants sur un événement comme ça. C'était pas évident parce qu'on l'a reporté en présentiel, en distanciel. Donc c'est super de voir l'intérêt de tout ce monde. Et puis juste un petit coup de pub. Je vous rappelle que les ouvrages sont en vente sur le site des publications scientifiques. Vous avez vu le fil de la conversation. Donc ils sont aussi bien en version papier qu'en version e-book. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde ait pu avoir accès au fil de la conversation parce que moi, je n'y avais pas accès, par exemple. Et donc, n'hésitez pas à aller sur le site du muséum pour avoir l'ensemble des informations pour ces publications en vente, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies et effectivement aussi en format électronique. Et merci à tous. Bonne lecture au pluriel, parce que c'est vraiment à la fois de très très beaux ouvrages et c'est vraiment passionnant. Et puis, merci encore pour ces trois premiers ouvrages, ces trois premières naissances, et on espère encore beaucoup d'autres ouvrages à suivre. Laurence? Oui, il y a Marie-Pierre qui a levé la main. Oui, parce que moi, je voulais vous remercier, vous, Laurent. On l'a perdu. On l'a perdu, mais je pense qu'elle voulait nous remercier. Mais je pense qu'on va clôturer là cet événement, donc ce lancement. Donc encore vraiment merci, comme l'a dit Jean-Denis, à tout le monde. Et puis vraiment, allez-y, lisez. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt pour une prochaine collection peut-être, on ne sait jamais. Et de nouvelles naissances. Au revoir, de nouvelles naissances. Au revoir. Au revoir.